Like, why do you want to live? What inspires you? What do you love about the future? If we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. We will drill, baby, drill. Tout le monde pense qu'à sa gueule dans l'équation. Trump pense qu'à sa gueule, Musk pense qu'à sa gueule, mais au final, qu'est-ce qui est au pouvoir? C'est pas Musk, c'est Trump. Il y a une idéologie derrière la technologie, mais putain, mais bienvenue sur Terre. Et il y a une idéologie derrière toute technologie nouvelle. Est-ce qu'il n'y avait pas une idéologie derrière les chemins de fer? Est-ce qu'il n'y avait pas une idéologie derrière l'électricité ou Internet? Bien évidemment qu'il y a une idéologie. S'ils mettent des gens sur Mars d'ici la fin du mandat de Trump, je bouffe ma casquette, ma gueule. Des humains, tu parles. Des humains, ah oui, bien sûr. Mais du coup, même s'ils reviennent pas, parce qu'ils sont capables d'envoyer des gens qui de toute façon vont pas, tu sais, parce qu'ils doivent déporter 15 millions de personnes là. Ils doivent déporter 15 millions, donc je pense que tu vois. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante, toujours en direct de San Francisco. Depuis la semaine dernière, la Silicon Valley est en ébullition après la victoire de Trump. Et l'annonce fait trembler tout l'écosystème tech. Après avoir investi plus de 100 millions dans la campagne et transformé X en machine électorale, Elon Musk va devenir le premier patron de la tech à entrer au gouvernement. Son titre, ministre de l'efficacité gouvernementale, ou Dodge, comme il l'appelle déjà. Un petit clin d'œil au Dogecoin, qui a vu d'ailleurs son cours bondir depuis la réélection de Trump à la Maison Blanche. Cette victoire change tout. Tesla bondit de 40% en bourse, SpaceX devient le chouchou définitif de la NASA et xAI va sans doute échapper à toute régulation. Pendant ce temps-là, le reste de la Silicon Valley se déchire. D'un côté, les pro-Trump comme Marc Andreessen ou David Sachs du All In Podcast célèbrent la victoire. Et de l'autre, les anti-Trump effacent leurs tweets en mode panique dernière minute. Alors Musk est-il en train de créer un nouveau modèle de pouvoir où la tech dicte sa loi à Washington? Est-ce qu'on assiste au plus grand conflit d'intérêts de l'histoire américaine? Ou est-ce que Trump, une fois installé à la Maison Blanche, va jeter Musk comme une paire de chaussettes? On analyse tout ça dans l'épisode ultra picante de Silicon Carnet cette semaine. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, pas d'invité spécial, que des pensionnaires. Gary Von Brandelier, le mannequin piece de la tech. Angie Ismail, l'accélérationniste de Mar-a-Lago. Et Kevin Smuts, le petit beurre de la cybersécurité qui nous appelle en direct de Nantes. Comment ça va les gars? Vous êtes contents? Angie, toi qui nous appelle de Miami, t'es devenu trumpiste, ça y est, définitivement, ça fait déjà plusieurs mois que je te le dis, hein. Ouais, j'étais invité à la petite soirée, à Mar-a-Lago, bon, c'était sympa, champagne, petit four. Comment j'ai vécu, bah, on s'y attendait un petit peu en vrai, hein. Après, c'est vrai qu'ici, personne n'osait le dire. Pro-Trump. Ouais, mais non, plutôt bien, après on va en discuter sur les impacts sur la tech, c'est ça qui est vraiment intéressant, mais... Kevin? Par rapport à la première élection de Trump, où pour le coup c'était la grosse claque de la surprise que c'était possible, là on s'y attendait parce que tout le monde annonçait que c'était serré. Moi la claque que j'ai prise c'est à quel point les démocrates se sont retrouvés mais sans fond quoi. Ils ont perdu, même en Californie, même dans l'état de New York, ils ont perdu énormément de voix, ça c'est assez dingue. Ouais, et tu postais d'ailleurs un article que je montre là qui est très intéressant sur Nancy Pelosi tu parlais du Pelosaurus, c'est-à-dire ce dinosaure démocrate qui ne se remet visiblement toujours pas de la victoire de Trump et qui explique, c'est ça, hein, Kevin, qui explique que c'est pas la faute des démocrates. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est la faute de Kamala? J'ai pas compris. Je pense que son angle, c'est exactement ce que tout le monde critique aux démocrates maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur leur lignée, qui ne bougent pas. Ils ont naturellement choisi que Biden devait continuer, puis Biden a décidé de pas continuer, donc ils ont naturellement choisi que Kamala allait continuer, sans commenter quoi que ce soit ou justifier quoi que ce soit, puis elle est partie dans une campagne où
elle disait globalement rien et voilà la catastrophe. Donc Ouais. je pense que c'est juste dans la même lignée de non, on fait tout bien, tout va bien, et puis bon, bah voilà, quand t'es un dinosaure. Pas de remise en cause. C'est ça. Aucune remise en cause. Voilà. Bon, Gary, toi, de ton côté, en tant que Belge, on attend toujours l'analyse de nos amis belges, parce que vous y connaissez en politique, hein, ça fait, quoique, ça fait longtemps que vous avez abandonné d'ailleurs toute forme de gouvernement, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Nous, c'est l'anarchie. Toi, de ton côté, comment tu as vécu cette élection? Pas vraiment une surprise pour moi. Je dois avouer que je pense que ça a été très très mal géré au niveau des démocrates, et que du coup pas trop de surprises là. Le seul point positif, je trouve, et c'est le seul silver lining, comme on dit en anglais, c'est au final la victoire a été flagrante, et du coup au final on se retrouve pas avec une guerre civile ou un truc dans le genre où on parle de tiens il y a oui, on 0,5%. ça, en cas de victoire des démocrates. Ouais. Voilà, au moins là c'est clair. Bon, bah maintenant il faut y aller quoi. On n'a pas le choix, donc faut avancer. On va se poser la question de et maintenant que Trump retourne à la Maison Blanche et que Musk arrive au pouvoir, parce que c'est exactement ce dont il est question là, quoi. C'est-à-dire qu'on a un Musk qui a été le grand argentier de cette campagne de Trump et qui maintenant arrive à la Maison Blanche aux côtés de Trump. On le disait tout à l'heure en préparant cette émission, Musk maintenant fait partie de la famille de Donald Trump. Avant de rentrer dans cet épisode, un petit peu de promo pour la chaîne. Je vous rappelle surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est ultra important. Donc cliquez sur abonnez-vous ici. Et je voudrais souhaiter aussi un bon anniversaire à El Professeur qui fête aujourd'hui, NJ, c'est 28 ans, c'est ça? 28, ouais, à peu près, je crois. 28 ans, bientôt adulte, El Professeur. On t'embrasse très très fort, mon petit Pierre. On t'aime et on attend que tu reviennes très vite dans Silicon Carnet. El Professeur qui sort un livre d'ailleurs cette semaine, et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Un livre sur toutes ces recettes pour créer sa startup, et ces recettes sont un peu aux antipodes de ce qu'on peut lire à droite à gauche, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil à son bouquin. Si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles, c'est très important. Et puis si vous tenez à cette émission et que vous voulez la soutenir, je vous invite à rejoindre l'Hacienda, ça se passe sur Substack. Abonnez-vous à la newsletter de Silicon Carnet, et en vous abonnant à la newsletter de Silicon Carnet, vous ferez partie de cette communauté de l'Hacienda. On est déjà presque 300 à dialoguer tous les jours sur WhatsApp en privé autour de plein de sujets. La conversation, elle continue sur WhatsApp, et je vous invite aussi à nous rejoindre le 3 décembre. Ça sera à Paris. On enregistre une émission live avec Alain Damasio à l'occasion des conférences API Days. Ça se passe au CNIT de la Défense. Donc j'ai mis le lien, puisque je vous propose, en tant qu'auditeur de Silicon Carnet, des places gratuites pour non seulement assister à cet enregistrement live, d'ailleurs je pense que Kevin sera avec nous à Paris, mais aussi toute la conférence API Days, les 3, 4 et 5 décembre à Paris. Donc profitez-en, le lien est en descriptif de cet épisode. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, on parle de WeGrow dans Qui veut du travail. WeGrow, c'est cette start-up d'AI qui révolutionne le partage des bonnes pratiques dans les grandes entreprises. Et ils viennent de boucler une série A, et ils font partie du Microsoft GenAI Studio qui a été fraîchement annoncé par Satya Nadella au CNIT de la Défense. Leur mission, c'est de rendre les meilleures pratiques accessibles en marketing, en vente, en finance, pour booster la productivité et réduire les coûts des entreprises. Et cerise sur le gâteau, ils sont certifiés B Corp. WeGrow recrute un country launcher aux US. Alors si tu as un profil Enterprise Sales sur le marché américain et que tu kiffes être hands-on et que tu veux participer à une aventure ambitieuse dans l'intelligence artificielle, bien c'est le moment de rejoindre l'équipe WeGrow. Si vous aussi vous recrutez, contactez Digital Selection. François Lejoli et son équipe sont là pour vous aider à trouver les meilleurs talents dans le monde de la tech, et je serai super content de faire la promotion de vos annonces ici dans Silicon Carnet. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. Alors les amis, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière est absolument incroyable. Et même moi, j'avoue que même si je suis un fanboy d'Elon, je suis un peu sur le cul, parce que
quand on re-regarde, j'avais envie, avant de commencer cet épisode, de reprendre un peu la chronologie des événements. Mais on se rappelle qu'en 2017, Musk démissionnait des conseils consultatifs de Trump après le retrait des accords de Paris. Il avait même tweeté, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la pire décision possible pour l'économie américaine. Et à l'époque, toute la vallée progressiste avait applaudi Musk. Il était une sorte de héros de la lutte contre le changement climatique. Et là, fast forward, avril 2024, non seulement Musk devient le plus gros donateur tech de la campagne de Trump. Je crois que c'est 119 millions de dollars qu'il a donné. Je montre ici un graphique pour montrer l'ampleur de la donation de Musk à la campagne de Trump. C'est vraiment le plus gros argentier. Et quand on regarde les autres autour, bah ils paraissent bien palichons. Là, je vous montre par exemple David Sachs qui a été très vocal sur la campagne de Trump. Bah, il a donné que, j'ai envie de dire entre guillemets, 495 000 dollars. Mais à côté des 119 millions de dollars de Elon Musk, ça paraît pas grand-chose. Et les montants investis sont absolument délirants, non, les gars, quoi. Quand il a fait un pari économique, on se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il donnait? On va le voir. Il y a vraiment un play derrière ça. Peut-être qu'en fait c'était pas simplement des dons, c'était un vrai investissement, Angie. Ouais, clairement, on l'a vu tout de suite après l'élection. Que son investissement a été rentable, hein, par notamment l'action Tesla, quoi. Mais c'est vrai que il a été un grand argentier. Il y a eu aussi cette fameuse loterie en Pennsylvanie où il donnait de l'argent pour que les gens s'inscrivent aux listes électorales. Alors sans forcément voter républicain, mais on voit des gens, des photos, donc c'est assez ouf parce que tu vois des gens en Pennsylvanie avec un chèque d'1 million qui serre la main de Elon Musk, c'est l'euro million Musk, quoi. Ouais. Et c'est assez ouf de voir la politique comme ça, quoi. Kevin, un commentaire sur comment est-ce que toi, par exemple, quand tu as vu cet Elon Musk mettre en place, ouvrir le chéquier, qu'est-ce que tu t'es dit? Il est taré ou Ouais, il est taré. Ouais. Après, par rapport au montant engagé, on en avait parlé pendant le live, mais tu parles de la personne la plus riche de la planète. Donc les 100 millions, c'est peanuts pour lui, quoi. Je crois que son net worth c'est 200 milliards. Donc c'est même ouais. 100 millions finalement, c'est comme si nous on filait 1000 balles, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc quand tu parlais de David Sachs, etc., c'est David Sachs, il a peut-être proche de 1 milliard. Donc en comparaison, il a donné à peu près la même chose. Ouais. Donc non, c'est les montants sont au niveau de la démesure de Musk dans tous les cas. D'ailleurs, je crois, si je me trompe, j'espère que je me trompe pas, que la campagne de Trump est pas celle qui a réuni le plus de capitaux. Je pense que les démocrates avaient réuni plus d'argent que les républicains pour cette campagne, et pourtant ils ont perdu. Alors que généralement, c'est ceux qui récoltent le plus d'argent qui gagnent les élections présidentielle ou d'ailleurs même locale. Oui, alors il y a 2-3 trucs là-dessus quand même. Il y a un truc, c'est que les démocrates, en fait, ils ont été un peu bloqués avec Kamala Harris aussi, parce qu'en fait, Biden a lâché le pouvoir tellement tard qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils voulaient dépenser leur argent et utiliser l'argent qu'ils avaient récolté, ils étaient obligés d'utiliser Kamala. Ça, c'est un point. Ah. Et puis il y a le côté aussi incroyable, c'est qu'au final, tu te dis c'est quand même fou, parce que en entreprise, on nous dit voilà, on peut pas donner d'argent, on peut pas faire une invitation pour inviter au Chess Center un client, quoi que ce soit, pour plus de $150. Et par contre, au niveau politique, tu peux donner 100 millions comme ça, voilà, no problème. Il y a aucun conflit d'intérêt, t'inquiète, c'est juste entre amis. C'est assez incroyable, je trouve. Après, si on peut peut-être remettre, alors moi j'aime bien le côté un peu complot. Le complotisme, c'est vilain. Mais si Musk il avait prévu son coup, quand il rachète Twitter, est-ce que les 44 milliards de rachat de Twitter, c'est pas déjà acheter l'élection? Je pose la question. Tu vas loin. La question. Ouais, tu vas loin. Non, mais justement, tu poses très bien un rôle énorme. C'est un jeu à rôle. C'est un rôle énorme. Donc je pense qu'il faut le prendre en compte. Donc toi, tu rajouterais les 44 milliards d'investissements de Musk dans Twitter dans la stratégie de la campagne de Trump. Pourquoi pas? C'est pas complètement idiot, parce que justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé et comment est-ce qu'un Musk, qui à la base était identifié comme une sorte d'ingénieur fou qui veut juste construire des voitures, des fusées, des tunnels,
se retrouve aujourd'hui numéro 2 du gouvernement Trump. Et la chronologie des événements, elle est juste tarée. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur cette chronologie-là et vous écouter sur cette chronologie. Ça a commencé en fait en 2020. T'as une congressiste californienne, d'ailleurs qui doit aujourd'hui manger ses petits beurres, qui décide de tweeter « Fuck Elon Musk ». C'était donc en 2020, c'est Lorena Gonzalez. Et Musk de répondre, message reçu, et tout d'un coup, il décide de délocaliser ses entreprises qui étaient jusqu'à présent en Californie et de les délocaliser au Texas. Biden est élu et Biden organise un sommet sur les véhicules électriques et il invite tous les constructeurs automobiles, sauf Tesla, qui au passage quand même, rappelons-le, est la seule entreprise qui construit des véhicules électriques en Amérique. Kevin, on en est là. Je sais que tu avais une remarque à ce moment-là. Ouais, en fait, il y a un truc complètement dingue parce que c'est toujours pareil de l'extérieur, voir les démocrates comme le monde parfait, etc. On est dans un monde beaucoup plus gris que l'horrible Trump et les magnifiques démocrates, quoi. La raison pour laquelle Biden a fait ça, c'est qu'en fait, Biden a été supporté pendant toute sa campagne par une union qui est une des plus grosses unions, un syndicat qui est le plus gros syndicat, un des plus gros syndicats et en tout cas le plus important pour les démocrates, qui sont les fabricants automobiles, notamment les ouvriers, au Michigan, hein, qui était un des swing states. Exactement, ouais. C'est ça. Et eux, évidemment, ils détestent Musk. Parce que Musk a tout fait pour pas avoir de union, et spécialement celle-là chez Tesla pour le moment. Et par ailleurs, Musk essaye de détruire l'industrie automobile américaine, qui est du coup Californie versus, maintenant Texas, versus Détroit et compagnie. Et ça s'est pas arrêté là, parce que le gouvernement après, et Musk l'a très mal pris, hein, le fait parce qu'en plus Musk est quelqu'un avec un ego surdimensionné, et qui en plus a du mal quand on lui montre qu'on l'aime pas. C'est-à-dire que c'est visiblement quelqu'un, et quand on lit sa biographie, on comprend, son papa lui a pas suffisamment dit je t'aime, hein, ça c'est clair, à Elon Musk. I love you. Et dès que quelqu'un lui montre un petit peu de désamour, il devient fou. Mais le gouvernement, après cet épisode de cette grand colloque sur les véhicules électriques, s'est pas arrêté là. Il est devenu complètement taré et il a monté une véritable cabale judiciaire anti-Musk. Je vous montre là un graphique que j'ai trouvé avec tout ce qui toutes les batailles juridiques auxquelles les entreprises d'Elon Musk ont dû faire face pendant l'administration de Biden. Et là encore, Kevin, toi tu faisais la réflexion tout à l'heure. Oui, c'est vrai, le nombre, il est exact, quoi. Toutes ces batailles judiciaires et tous ces procès sont bien réels. Mais le Musk, il a un petit peu cherché aussi. Oui, il a complètement cherché, mais on est dans une situation où quand on crée ces boîtes-là, ces startups, on est toujours don't ask for permission, ask for forgiveness. Bon, le problème de Musk, c'est que il s'est pas demandé pardon. Pour lui, c'est je ne demande pas la permission et je continue comme ça et tu vas fermer ta gueule et je vais te détruire jusqu'à ce que tu ne m'emmerdes plus. Et là, c'est typiquement ce qui se passe avec ces trucs-là où globalement, par derrière, il essaye systématiquement de tout casser. Mais normalement, dans cette logique-là, que ce soit Google, Facebook, tout le monde ont construit leur boîte sans demander la permission. Et puis quand il s'agit de revenir dans le droit chemin, ils ont comply. Alors des fois avec des règles complètement tarées, comme les Twitter Files avaient montré notamment, avec énormément de backdoor pour l'industrie, pas pour l'industrie, pour le gouvernement et le FBI, etc. et tout le genre de censorship qu'il pouvait y avoir derrière. Mais bon, ils se retrouvaient dans une situation où ils étaient obligés d'aller demander pardon tellement ils avaient enfreint de. Et on se rappelle de Zuckerberg en face du Congrès qui faisait ses excuses, etc. Et on n'a jamais vu Musk effectivement. Non, on le verra jamais. Ouais, voilà, on le verra jamais évidemment. Après, il y a aussi, pour défendre un peu Musk là-dessus, c'est qu'au final, je veux dire Tesla, je sais pas ce qu'ils ont tellement violé comme loi, etc. À part au niveau des voitures autonomes peut-être.
SpaceX, honnêtement. Apparemment, on les reproche quand même d'avoir tué quelques crevettes Voilà. en faisant décoller leur fusée. Apparemment, ils ne se pas s'être souciés Potentiellement. suffisamment de l'environnement. Ouais. Neuralink, je sais pas du tout, mais ça, je pense qu'à mon avis, il y a des trucs qui se passent qui doivent pas être très jolis. Et X, bon, ça c'est encore autre chose. Mais au final, quand tu regardes, tu dis quand même, le mec, il a quand même apporté beaucoup d'économies et beaucoup de boulot et beaucoup de progrès aux US. Et puis aller lui faire une cabale comme ça et le poursuivre, je suis pas sûr que ça soit vraiment dans l'intérêt des US. Et donc, je pense que les démocrates ont joué un jeu dangereux et là, ils l'ont payé assez fort, quoi. On continue la chronologie. Après ça, Musk va acheter Twitter. Alors effectivement, comme le disait NJ, et tout le monde se foutra de sa gueule d'ailleurs. Maintenant un peu moins d'ailleurs, parce que tout d'un coup, les gens se mettent à relativiser ce montant-là. Il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, et tout le monde se foutait de sa gueule en disant il avait acheté trop cher. Et il entre chez Twitter d'ailleurs en portant un évier. C'est une expression américaine qui grosso modo explique qu'il va tout révolutionner chez Twitter. En gros, il y a une expression américaine qui dit on va tout remplacer sauf l'évier. Et c'est pour ça qu'il est venu avec cet évier chez Twitter, on se rappelle des images. Et puis là, il va licencier 80% du personnel. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est je suis retombé sur cette photo avec l'équipe restante qui sont tous des H1B, quoi, c'est-à-dire des immigrés finalement, quoi. En fait, il se met en scène là en disant que il a viré tous les progressistes de la machine Twitter américain et il est resté avec justement tous ces stars immigrés. NJ, une réaction par rapport à ça? Surtout, je pense que là où l'élection s'est beaucoup jouée, enfin un des trucs qui est revenu souvent, c'était la liberté d'expression, le free speech. Et donc Musk, il s'était fait en rachetant Twitter le chevalier qui va sauver l'élément le plus important de la Constitution, qui est la liberté d'expression. Et voilà, c'était un symbole très fort pour toute la communauté Twitter qui se sentait un petit peu enfermée dans des concepts, tu vois, justement prisés par les démocrates, de genre sur Twitter c'est que des complotistes, sur Twitter il y a que des gens qui veulent le mal des autres, etc. Le fond de la gamelle, les intellectuels de dire que la pensée sur Twitter est une merde absolue. Exactement, ouais. Et ça, c'était un vrai symbole. Et au final, d'ailleurs, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que les peu de sondages qu'il y avait sur Twitter donnaient quand même une très forte majorité à Trump sur l'élection. Et donc là, aujourd'hui, tu as la communauté sur Twitter qui dit, en fait, Twitter, c'est pas une bulle dans l'Amérique. Twitter, c'est l'Amérique. Et voilà, je pense que vraiment, Musk a incarné ça et il l'a plutôt bien fait au final, quand on voit que Twitter marche encore. Mais bon, on se rappelle aussi, et ça fait partie du générique de Silicon Carnet, de ce Go Fuck Yourself, quand il dit aux annonceurs, vous voulez, me faire du chantage avec de l'argent, alors que je suis l'homme le plus riche du monde, allez vous faire foutre. Et du coup, les revenus de Twitter chutent de 80%, il perd 20 milliards de dollars. L'État aussi révoque, ça aussi, ça a été un truc assez... C'est intéressant de revenir, en fait, sur tout ce que Musk a vécu pendant cette administration Biden. L'État révoque sa rémunération chez Tesla de 56 milliards de dollars, alors qu'il avait atteint tous ses objectifs. Et juste parce qu'un type qui possédait, je le rappelle, 9 actions de Tesla, l'a poursuivi en justice et on a remis en cause son bonus chez Tesla. Là aussi, on voit aussi les intérêts économiques. Et pourtant, il avait pas encore pris parti à ce moment-là pour Trump. Mais c'est à ce moment-là que Elon va s'engager à fond aux côtés de Trump pendant 3 mois. Et alors moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est que le mec, il fait comme d'habitude, all-in. Il va s'installer à Philadelphie, en Pennsylvanie, qui est un des États clés dans cette élection. Et il commence à faire des discours. Il donne, comme vous l'avez dit, $1 million par jour. Il organise des assemblées publiques sur X. On se rappelle, à l'époque, vous vous rappelez cette interview qu'il avait fait de Trump, que tout le monde avait décrié. Et il fait passer Trump chez Joe Rogan. Là aussi, grosse différence. Kamala Harris refusera toute interview dans les podcasts, se concentrera sur les médias traditionnels. Alors que la stratégie, sans doute poussée par Elon Musk, c'est de dire à Trump, d'ailleurs il a été très mauvais dans les débats télévisés dans les médias traditionnels, Trump, et il s'est concentré lui, par contre, sur aller parler chez Alex Friedman, chez Lex Friedman, chez Joe Rogan, etc., etc.
Donc, sur le déplacement de Musk en Pennsylvanie, en fait, la réalité, c'est que tu donnes 100 millions avec un super PAC, etc. C'est qu'il faut l'organiser derrière. Et donner 100 millions, et c'est beaucoup d'organisation. Donc Musk, il va en personne pour gérer sa mini startup du PAC America, qui va faire ça. Notamment, du coup, il devait être bien high et ils ont décidé de donner 1 million parce que du coup, ils savaient pas comment dépenser l'argent. Il fallait dépenser ces 100 millions. C'est ça ce que tu veux dire. Et c'est qu'il a décidé de pledge 100 millions probablement parce que le chiffre était joli, donc il faut aller le mettre en place, quoi. Et une des manières de faire, c'est que ces PAC ont un des objectifs, c'est d'avoir une base de données de personnes à exploiter, comme tu fais des ventes, et c'est de la même manière, quoi. Comment tu vas chercher des gens, etc. Et donc la manière génialissime, c'était donner 1 million, tu fais une loterie, il y a tout le monde qui veut s'inscrire, bon super. En quelques temps, tu récupères toutes les personnes en Pennsylvanie qui pensent voter, et tu vas pouvoir parler avec eux et pouvoir influencer le vote. C'est beaucoup plus efficace que essayer d'acheter des bases de données et des choses comme ça. Là, t'as littéralement les gens qui sign in pour ta loterie, quoi. Ça montre véritablement comment est-ce que Musk fonctionne. Et très clairement, le mec ne fonctionne pas comme nous tous, quoi. Parce que à ce moment-là, rien n'annonçait la victoire de Trump. Tous les sondages indiquaient qu'on était sur une élection ultra serrée, 50-50. Et là, le mec se dit, bon, si c'est 50-50, justement, il faut que j'aille all-in. Parce que quand une élection est très serrée, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça penche définitivement d'un côté. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est dans la manière où Musk raisonne. Il se dit, bon, les démocrates, ils m'aiment pas. Et la preuve, regardez tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Et si Trump perd, ils vont me détester encore plus. Donc il se dit, je sais que c'est risqué, mais je vais tout faire, et comme c'est très serré, je vais tout faire et je vais faire pencher la balance du côté de Trump, parce que j'ai tout à y gagner, même si le risque était absolument colossal. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Voilà ce qu'il disait à l'époque chez Tucker Carlson, quand Tucker lui disait « Ouais, mais si Trump perd, t'es dans la merde, Coco. » If he loses, man, what? You're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm fucked. It does seem that way. You can't just be like, Yeah, I'm like, how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. Because it's not like you can say, well, yeah, I maxed out to him, but, I get... I have no plausible deniability. Je sais pas s'il est calculé, mais en tout cas, il se dit, j'ai pas le choix, quoi, en fait. Il faut que j'aille all-in, il faut que j'aille faire ça, parce que si, effectivement, Kamala Harris passe, je suis dans une merde absolument noire, et c'est assez taré le niveau de risque qu'il est capable de prendre. Ouais, mais je pense que c'est comme ça depuis toujours pour lui. On le voit dans le business. Il y avait quand il a vendu X.com donc à PayPal. L'histoire a dit je crois qu'il a investi 100 millions dans SpaceX, 50 millions dans Tesla, et il dit toujours qu'il était en train d'emprunter pour payer son loyer. Donc c'est un mec, quand il va all-in sur quelque chose, il y va à fond. Et je pense qu'il a vu l'opportunité. D'ailleurs, Musk, c'est un ancien démocrate. En tout cas, il le dit souvent. Il disait, moi, j'ai abandonné les démocrates parce que les valeurs me correspondaient plus, etc. Et je pense que c'est une bonne leçon. Mais Twitter, c'est une bonne leçon. SpaceX, c'est une bonne leçon. À chaque fois qu'il touche quelque chose, ce mec, il réussit en quelque sorte. Et d'ailleurs, Peter Thiel, qui est donc fondateur aussi de PayPal, disait sur scène un jour qu'il faut jamais parier contre Musk. Et lui ne parierait jamais contre Musk. Donc je pense que rien que le fait que Musk ait touché avec sa baguette magique Trump, tu vois, on savait que l'élection, il allait la gagner, quoi. My number one rule is never to compete with Elon in anything. So I think I would never bet against Elon. It's been like this. I was a close partner of his at PayPal in the late '90s, early 2000s, and after PayPal, Elon set out to start these two, both the rocket company and the electric car company, SpaceX and Tesla. Yeah. And I think the conventional wisdom on Elon was these were both completely harebrained projects. If one of them had succeeded, that you'd have to sort of question it. When both of them succeeded, it suggests that he knows something other people don't. C'est assez dingue de voir que on peut l'aimer ou le détester, mais
moi, je suis assez impressionné par le fait que tout ce qui touche se transforme un petit peu. Tu vois, enfin oui, t'as raison. Il faut pas parier contre Musk. Hein, j'ai une pensée là pour notre ami. Le dernier en date qui le sait, c'est Thierry Breton, hein, et qui nous manque d'ailleurs. Mais j'ai une pensée pour Yann Lequin, hein, qui lui parie contre Musk depuis déjà plusieurs mois, et j'adore Yann, et c'est un de nos penseurs sur l'intelligence artificielle. Mais là, à la suite des élections, je me suis dit, je sais pas s'il a parié sur le bon cheval, hein, là, quoi. Hein. C'est en tout cas, je sais pas ce que ça va donner pour Yann, quoi. Sachant qu'en plus, on sait que Mark Zuckerberg est un petit peu dans la cible de Trump, donc est-ce que Zuck va continuer à défendre Yann Lequin dans cette histoire-là? On va voir ça dans les prochains mois. Je vous propose de regarder maintenant le jackpot, finalement, puisque on l'a vu, Musk a fait un pari absolument colossal, il l'a gagné. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour Musk? Quel est le jackpot pour Elon Musk? Je vous propose qu'on regarde ça dans la deuxième partie de cette émission. Musk a investi 100 millions dans la campagne de Trump, 119 millions, on l'a dit. Ça semble énorme. Mais quand on regarde ce qu'il risque de gagner en échange, on n'a jamais vu un tel retour sur investissement, même dans la Silicon Valley. Tu voulais parler des tarifs chinois, c'est-à-dire que Trump a dit pendant sa campagne que il allait taxer notamment les véhicules électriques chinois. Angie, si on regarde l'impact de ce résultat de cette élection présidentielle pour le business de Musk en particulier, si on devait résumer ça, fais-nous un petit résumé de la situation. Ouais, bah il y a eu déjà un gros boom de Tesla. Je crois que c'était en 24 heures, 48 heures, plus 15%. On en est à 40 aujourd'hui. Ouais, voilà, ce matin. Ouais. C'est de la folie. Il y a eu aussi, enfin, il y aura sûrement des conséquences très positives pour SpaceX, parce qu'en fait, SpaceX est en train de se positionner comme le remplaçant de la NASA, ou en tout cas le partenaire privilégié. Mais au final, c'est SpaceX qui va sauver les astronautes coincés dans l'espace, c'est SpaceX qui va faire tous les lancements stratégiques. Donc voilà, pur bénéf. Et d'ailleurs là-dessus, je sais pas si vous avez entendu, mais Trump va même dans le sens de Musk, puisqu'il dit qu'il veut aller sur Mars avant la fin de son mandat. Ce qui est absolument... Ça serait ouf. Il fait du Musk, là, quoi. Il donne une date. Ouais. S'il fait ça, s'ils y arrivent, ça va être dur de dire qu'on est... Tu vois, je pense qu'ils changent la constitution, ils se fait réélire... Mais là, ça serait de la folie, quoi, s'ils arrivent à faire ça. Je bouffe une casquette MAGA s'ils arrivent. En live Attention, sur Silicon Carnet. S'ils mettent des gens sur Mars d'ici la fin de la campagne, d'ici la fin de Trump, la mandature. Je bouffe ma casquette MAGA. Des humains, tu parles. Des humains, oui, bien sûr. Des humains. Mais du coup, même s'ils reviennent pas, parce qu'ils sont capables d'envoyer des gens qui de toute façon parlent, tu sais, parce qu'ils doivent déporter 15 millions de personnes, là. Ils doivent déporter 15 millions, voilà. Je pense que tu ils vont prendre les illégaux, ils vont les déporter sur Mars. Un mix de Laika en Australie, tu vois, c'est, voilà, ouais. Et sur les AI? Ouais, sur les AI, on va voir comment ça se goupille, mais c'est vrai que donc Musk a investi beaucoup dans sa boîte, enfin qui en fait est très dépendante de Twitter, c'est XAI, enfin de X, pardon. Donc il développe le modèle Grok notamment, et c'est vrai que Musk a envie d'être le meilleur modèle. D'ailleurs, ils ont monté leur data center, enfin en tout cas le modèle je crois que c'est 10 jours ou 12 jours, c'est un truc record. Et d'ailleurs, même le mec de Nvidia, tout le monde dit que c'est une prouesse technologique. Oui, parce que normalement, il faudrait 4 ans, normalement. D'après les estimations d'Nvidia, il aurait fallu 4 ans et eux, ils l'ont fait, soi-disant, en 12 jours. Ouais, c'est la méthode Musk, hein. C'est des gens qui ont fait 24 heures par jour de boulot, ça dort pas, si t'es pas content, t'es viré, etc. Et puis, il y a bien sûr la question énergétique, puisque ces modèles-là consomment énormément. Et c'est vrai que l'administration Biden était plus pro, on va dire, climat. Et alors, parallèlement, Musk, c'est quand même un des gros défenseurs du réchauffement climatique, etc., puisque c'est quand même son cheval de bataille avec les voitures électriques. Mais là, de la lutte contre le réchauffement climatique. Ouais, de la lutte. Alors que Trump, lui, il a dit, on va réouvrir le forage en Arctique. Dès qu'il y a du pétrole on va y aller. On s'en fout. Comme à Dallas, quoi.
Et donc ça, c'est plutôt bénéfique, hein, parce que c'est ce qui va permettre à un modèle peut-être comme XAI, comme Grok, de surperformer. Et surtout si voilà, il peut faire son petit business tranquille, quoi, le père Musk. Moi, je pense à des boîtes comme vous chez Salesforce, Gary, qui, je suis certain, avaient travaillé longuement pour faire en sorte que vos modèles d'AI respectent la réglementation et la régulation imposée par l'administration Trump. Tout d'un coup, tout ce travail, qu'est-ce que vous faites là? Vous dites merde. Non, on continue. On continue. Je pense qu'il y a quand même, c'est bien reconnu par les clients. On en parlera plus tard, mais bon, il y a le côté européen où on fait peut-être trop des trucs trop éthiques et un peu trop parfaits. Mais il y a quand même plusieurs vitesses à avoir aussi dans les US, et je pense que nous, ça fait 25 ans notre valeur numéro 1, c'est trust, donc confiance, et je pense qu'on continue là-dessus. C'est notre différenciateur, c'est ok, vous pouvez faire confiance à utiliser nos systèmes, et on va faire en sorte que vos données ne sont pas fouillées, etc. Donc moi, ça m'impacte pas plus que ça, et surtout qu'en fait, nous, de nouveau, à chaque fois, on utilise plusieurs modèles. Donc au final, si on voit tout d'un coup que ce modèle-là commence à gagner à fond, etc., ben, on verra comment l'utiliser, et puis rajouter une couche justement de trust dessus. Ouais. Une couche de trust sur Grok, ça serait pas mal, effectivement. Peut-être. Pour le moment, c'est pas ce que les clients nous demandent, c'est vrai. Mais ouais. On verra. Et il y a aussi Neuralink, hein, la société de Musk qui est spécialisée dans les implants cérébrros. Bon, ils ont déjà eu pas mal d'autorisations de la FDA, qui est cette autorité de régulation médicale aux États-Unis. Mais je rappelle quand même que le prochain directeur de la FDA, c'est peut-être Robert Kennedy Jr., qui est un allié de Trump. Et dont je rappelle que le cerveau de Robert Kennedy, c'est assez flippant de voir les gens qui sont dans l'équipe de Trump, mais le cerveau de Robert Kennedy Jr. a été infesté par un ver. Hein. Ça va? On a fait un gros dodo cette nuit? Ça va, il a bien dormi? Oui, il dort bien, il dort bien. Non, mais c'est pas une fake news, hein, ce que je vous donne là, c'est la vérité. Il a été diagnostiqué, visiblement le cerveau de Robert Kennedy Jr. N'est pas entier. Et peut-être que là, Neuralink va lui permettre de retrouver ses fonctions cérébrales. La suite au prochain épisode. Et c'est pas un problème de cybersécurité, hein, le ver. Hein. C'est vraiment un... Non, c'est pas un vrai ver, parce qu'il avait mangé de la viande crue. Ouais, c'est ça. Non. Mais ce mec-là, il a des bons points. Je pense que il est... Qui, Robert Kennedy? Ouais, sur la santé, je pense que, tu vois, il est très affabulateur, un peu complotiste, tu vois, sur le Covid, sur les vaccins, il était quand même etc. anti-vax, hein. Il est clairement anti-vax, ouais. Mais il est aussi anti-pesticides, par exemple. Ouais. Et il dit, tu vois, souvent, il prend l'exemple de l'Europe en disant qu'en Europe, on interdit tout un tas de produits. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, je pense, dans ce gars-là. Il est très pragmatique, et en effet, comme tu le dis, je pense que les implants, Neuralink, tu vois, ça d'ici 4 ans, il y a moyen que, pour le coup, ça soit, je vais pas dire on va l'acheter à la pharmacie du coin, mais je pense que ça aura fait un gros bond, et encore une fois, ça fait les affaires de Musk, quoi. Ouais. Donc on voit que cette élection de Trump, elle bénéficie à Musk sur tous ses business, que ce soit Tesla, SpaceX, XAI et même Neuralink. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est ce nouveau poste de ministre de l'efficacité gouvernementale. Et Musk, il expliquait comment est-ce qu'il allait appliquer les méthodes de Tesla au gouvernement. Je vous propose de l'écouter parce que ça pose beaucoup de questions, et j'ai envie de savoir, et j'ai envie de vous poser cette question: est-ce que ces méthodes qui ont porté leurs fruits dans les entreprises de Musk sont applicables au niveau du gouvernement? On écoute Musk. We will reduce a lot of government headcount, but we're going to give, I think, like very long severances, like 2 years or something like that. So, look, just go do something else is what we're going to say, and you'll get paid for 2 years, you know. And so you got a lot of time to go and figure out something else to do. It's like the point is not to be cruel or to have people not be able to pay their mortgage or anything. It's just that we just have too many people in the government sector, and that they could be more productive elsewhere. Ce qui est intéressant ici, Carlos, c'est qu'en gros, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui va appliquer les méthodes, je dirais, frappantes ou qui ont été assez fortes de chez Tesla, SpaceX et surtout Twitter au final. On rappelle quand même que Musk a viré, je pense, la moitié ou même peut-être plus des gens chez Twitter.
ça reste encore à prouver si ça valait le coup ou pas. Pour le moment, Twitter ou X maintenant fonctionne toujours, alors que tout le monde avait dit après 2 semaines, ça va être, sera down, ça fonctionnera pas, etc. Donc, à voir comment il va appliquer tout ça. Il y a un truc qui est quand même assez intéressant. J'ai regardé vite fait les stats. Il y a 7% de la population apparemment américaine qui travaille dans des rôles liés au gouvernement. Donc c'est quand même assez conséquent. Oui, on dit toujours qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Il y en a beaucoup aux US. Et honnêtement, je peux te dire que moi, j'ai déjà été plusieurs fois à la DMV, qui est en gros là où tu reçois ta carte d'identité, etc. Pour la petite histoire, j'y étais 7 fois quand je suis arrivé ici, parce qu'en fait, je vais refaire mon permis. Et puis, on m'a mis comme female, et pour me changer en tant que male, donc on m'a mis comme tu étais déclaré en tant que... J'étais déclaré en tant que... Ça, c'est parce que t'es à San Francisco, ça. Ouais. Peut-être. C'est du et puis, mais parce qu'à San Francisco, on te demande pas, on entame directement on a dit, ta transition. On a choisi. C'est une question de quota, quoi. Voilà. Et non, et alors, pour la petite histoire, je demande au mec, mais attendez, là, vous me changez, vous voyez bien que je suis un garçon, est-ce que vous savez changer ça maintenant? Il me fait, ah non, ça, on sait pas changer, parce que c'est pas dans le système. Et je fais, il se fout de ma gueule, le mec, ou ça faisait quand même 6 fois que j'avais été à la DMV. Et en gros, il y a sa collègue derrière qui fait, ah non, mais attends, en fait, tu dois plus appuyer sur la touche D, parce que ça marche plus. Donc maintenant, tu fais F, E, C, et alors t'arriveras à changer le truc. Et je regarde le système, et je fais, putain, mais c'est même pas de la S400, je crois que c'était du DOS, quoi. Et tu fais, ok. Il y a quand même, non seulement il y a quand même une grosse partie, ok, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas grand chose, mais en plus, ils utilisent des systèmes qui sont complètement archaïques. Gary, est-ce que, non, après ce que tu viens de dire là, on comprend que tu as entamé ta transition grâce au DMV. Est-ce que tu pourras nous apporter une preuve et nous montrer ton permis de conduire pour vérifier que je peux te le retrouver, là je suis en tant que mail sur mon je vais le montrer. Ok, d'accord. Cette méthode, elle a un nom, hein, et c'est documenté. C'est ça qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle, c'est un nom, ça s'appelle l'innovation par soustraction. C'est très intéressant. Je vous mets un article qui détaille cette méthodologie qu'applique Musk systématiquement dans toutes les entreprises et qu'aujourd'hui il voudrait appliquer au gouvernement. En synthèse, on remet en question chaque critère d'évaluation dès le départ. Ok, donc ça permet de se dire on va simplifier ce qu'on attend comme résultat. On va en garder, par exemple, si on a 12 critères d'évaluation, on va en garder que 1. On va supprimer toutes les étapes du processus qu'on peut pour simplifier et optimiser. Et puis on va essayer d'accélérer et réduire au maximum tous les cycles de développement, et c'est qu'à la fin qu'on va automatiser. C'est d'ailleurs très à la Wi-Fi, hein, ça un petit peu NG, c'est-à-dire qu'on va tout faire manuellement, on va tout drastiquement simplifier manuellement, même si ça scale pas, même si c'est pas automatisé. On va regarder les résultats que ça donne, et si ça donne des résultats, à ce moment-là, on l'automatisera. Ouais, clairement, c'est de la startup, c'est startup first principle, comme on dit. C'est-à-dire appliquer vraiment des logiques d'entreprise de taille petite d'ailleurs. Pour couper des têtes. Et ça parle de économiser. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est les effets d'annonce. Musk dit qu'il veut économiser 2 trilliards. Rien que ça. Voilà. Vous avez entendu ça, cette théorie? Le complotisme, c'est vilain. Vous avez entendu cette théorie sur Musk, comme quoi il avait développé une app du complot? Non, mais il avait développé une app, visiblement, lui-même. Enfin, lui-même. Ses équipes, hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc public. Pour analyser les résultats futurs de la campagne, et soi-disant 4 heures avant le résultat, Musk a dit c'est plié, on a gagné, etc. Alors je sais pas quelles données est-ce qu'il a utilisé. Du coup, les complots vont plus loin. Attention, on va mettre. Vas-y. Alors on met le spot. On met le spot. Alain complot. Non, le complot va encore plus loin du coup parce que les démocrates du coup commencent à prendre le côté de Trump, qui disent que les élections ont été volées. Et leur logique, c'est de dire qu'avec Trump et tous ces techies dans la campagne, les gars ont trouvé une manière de hacker les machines à voter. Parce que quitte à penser que l'autre parti triche, autant tricher soi-même et tricher mieux.
Donc ils seraient partis en mode voler les votes et ils ont juste mis une façade comme quoi c'était serré et qu'ils étaient inquiets, mais en fait depuis le début ils savaient très bien que tout allait se passer correctement. De toute façon, honnêtement, je pense qu'il fallait même pas avoir accès à des données tellement importantes pour voir que ça allait se passer, parce qu'au final, c'était quoi l'offre démocrate? Il n'y a pas grand chose. C'était de laisser les transgenres faire leur transition, comme voilà, quoi. Ça fait 4 ans qu'on bassine les oreilles là, avec les histoires de woke. Après, t'avais l'économie qui est pas terrible. Alors ça, de façon que ce soit sur les 4 dernières années ou sur les 8 dernières années que ça s'est joué, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup d'offres, quoi. Et donc, du coup, honnêtement, c'était pas une grosse surprise que tout d'un coup, tu te dis, bon, bah oui, effectivement, l'argent est plus facile, l'argent est très cher maintenant. Les gens, tu retombes un peu sur la théorie de Maslow qui est en gros, oui, mais c'est exactement ça. Tu veux ton well-being, tu veux ton bien-être et tu veux de la sécurité et de la bouffe. Et pour le moment, les gens n'ont pas ça. Donc, ils se sont dit, ok, je vais voter pour républicain parce que l'économie sera bonne. C'est très juste là ce que tu dis là. Moi j'aime beaucoup ton image avec la pyramide de Maslow, parce qu'en fait je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est les démocrates et j'espère que la gauche progressiste en France va en prendre de la graine, parce qu'elle a vraiment besoin de comprendre ça. C'est qu'ils se sont axés quand on écoute comment elle s'appelle, Sandrine Rousseau. En tant que personne de gauche, moi j'ai les poils qui se lèvent. C'est exactement ça. C'est les problèmes du peuple ne sont pas les problèmes que les démocrates mettaient en avant, quoi. En fait, les problèmes, très honnêtement, c'était est-ce que je fais le plein de ma bagnole ou est-ce que je remplis mon frigo? Est-ce que je paye des médicaments pour ma fille ou est-ce que je l'envoie à l'école? On était très très bas, on est très très bas aux États-Unis et en France aussi, d'ailleurs. Quand on regarde le nombre de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, il est temps que la gauche progressiste revienne aux problèmes fondamentaux des Français, qui ne sont pas, comme l'a fait Trump ici aux États-Unis, qui ne sont pas des problèmes d'inclusion, des délires wokistes, qui ne sont pas des problèmes de transition de genre, qui touchent une petite portion de la population et qui, bien évidemment, qu'il faut aider, mais c'est pas le problème des masses, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. Être américain, c'est avant tout vouloir de l'innovation, vouloir de la tech, être les meilleurs sur les fusées, être les meilleurs sur les voitures, etc. Et non pas se prendre la tête avec des causes qui sont importantes. Voilà, mais des causes qui sont importantes, les minorités, le wokisme, etc. Enfin, le wokisme, alors je sais même pas ce que c'est, le woke, pour moi c'est une poêle, mais je sais pas, tu vois, j'arrive pas trop à le définir, le truc, mais ils ont été tu vois, ça c'est fort, parce que quand même Trump, je pense il y a 10 ans, il savait pas tweeter, tu vois, et maintenant c'est devenu le mec qui tweet le mieux, qui est présent sur les meilleurs podcasts, etc. Et ça c'est assez ouf, parce que du coup, on le voit encore avec les retournements de veste que tu disais, Carlos. C'est-à-dire que les CEO et la Silicon Valley et les VC sont tous plutôt contents, en fait, de ce qui s'est passé. Peter Thiel dit, ce n'est plus la tech qui fait du lobbying à Washington, c'est Washington maintenant qui a besoin de la tech. Ce qui fait un petit peu écho à ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que ils sont arrivés à faire penser, et on verra si c'est bénéfique ou pas, ça, il reste encore à le prouver, que tout d'un coup, la tech n'était pas l'ennemi du peuple, comme on l'entend quelquefois, et que la tech pouvait se mettre au service des intérêts du plus grand nombre. Kevin, je suis sûr que là, il est en train de bouillir. Non, pas vraiment. Par contre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans la population. Il y a une partie de la population qui n'a pas été votée. Et il y a des stats super. Et il faudra retrouver le graphe, Carlos, mais tu sais, t'as les flèches avec les mouvements de vote. Voilà, tu vois celui-là. Ouais. Et donc là-dessus, tu vois qu'en fait, les populations qui ont tendance à être les plus défavorisées, elles, ont été votées pour Trump. Donc il y a un vrai fondement économique. Notamment les latinos. Voilà. Ouais. Mais il y a un vrai désengagement de l'autre côté du message démocrate, exactement comme vous disiez sur le côté woke. Et ça, on le retrouve dans les pertes de marge dans l'État de New York, dans l'État de Californie. En gros, ça n'emballe pas les gens. Et je pense qu'il y a un côté où la tech, notamment, on va très vite, et nos organisations vont très vite. On a envoyé ce message d'inclusion et de diversité. C'est quelque chose qui nous intéressait, c'est quelque chose qui nous paraissait normal par rapport à beaucoup d'autres industries.
mais on s'est repris en face de la législation, de la part de l'intelligentsia démocrate. Voilà, on se retrouve avec des quotas d'inclusion, des procès quand ça fonctionne pas, etc. Et là, du coup, tout le monde arrive en repoussoir en disant non, moi, ce qui me va, c'est que on regarde pas la couleur de la personne, on regarde pas le sexe de la personne, on est déjà la méritocratie, quoi. Voilà, c'est un retour à la méritocratie. C'est la méritocratie, avec ses défauts, etc. Mais par contre, allez pas me mettre en face des quotas et des procès parce que quelqu'un aurait été discriminé en interne du fait de sa race ou de son sexe. Alors maintenant, si on regarde, on parle de 2025. Il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Première question, est-ce que la lune de miel entre Musk et Trump va durer? Votre avis là-dessus? Je pense que Trump peut décider de qui va être dans son cabinet, etc. Il sait pas, lui. C'est pas qu'il sait pas, mais je pense qu'il s'en fout en vrai. En vrai, c'est un mec de pouvoir. Ouais. C'est un mec de pouvoir, c'est un mec qui veut qu'on l'aime. Et je pense qu'il s'est dit, et il le dit à un moment dans le discours de victoire où il dit on a un génie parmi nous, il s'appelle Elon Musk, on n'en a pas assez dans ce pays, il faut les protéger. Et je pense que il a pas trouvé son maître, mais il a trouvé quelqu'un qui peut lui faire gagner. C'est son Dark Vador. Yeah. Go yourself. Voilà, l'empereur et Dark Vador. Moi, pour moi, c'est l'image que j'ai. Hein. C'est parfait. Ouais. et donc non, ça va être super intéressant à voir si ça dure. Mais en vrai, une relation où il serait d'égal à égal ne durerait pas. C'est quand même un peu les couples. Il faut qu'il y ait un dominant, un dominé. Voilà. Parfois, c'est les femmes qui dominent, parfois c'est les hommes qui dominent. Mais je pense que dans un couple, tu vois, il y a ça. Et là, clairement, Musk, au-delà de l'argent, etc., de par son image. D'ailleurs, il avait une image assez mauvaise auprès des républicains parce qu'on disait les voitures Tesla, elles polluent pas, c'est pas des voitures de bonhomme, elles font pas de bruit, etc. Et tu vois, il embarque avec lui cette image. Et maintenant, Trump, il va se servir aussi de Musk pour réaliser tout un tas d'objectifs. Tu vois, genre, on va voir si les rednecks américains troquent leur camion contre des Tesla, j'en suis pas sûr. Des cybertrucks. Des cybertrucks. Des cybertrucks. Ah, c'est pour ça qu'il a fait le cybertruck. Bah oui, mais tout est calculé. Kevin, ton point de vue. Moi, je vous entends sur le duo là, Trump-Musk. Ouais, moi je vous écoute et j'hallucine un peu. Ok. Parce que de l'autre côté, je vous avais oublié le personnage de Trump, quoi. La vitesse à laquelle le gars retourne sa veste et trahit tout le monde, quoi. Trump est un serial menteur absolument incroyable et du niveau que ces personnes n'ont jamais vu. Globalement, il pense pouvoir le contrôler, mais en fait tout le monde pense qu'à sa gueule dans l'équation. Trump pense qu'à sa gueule, Musk pense qu'à sa gueule. Enfin tout le monde essaye de tirer les ficelles, mais au final, qu'est-ce qui est au pouvoir? C'est pas Musk, c'est Trump. C'est Trump le président. Donc c'est le mec qui a le bouton rouge pour balancer des nukes, c'est le mec qui fait ce qu'il veut. Donc au final, le pouvoir, tu parlais d'un dominant, il y a un président, voilà. Il y a un président. Et l'échéance, c'est quoi? C'est 4 ans. Ils vont pas pouvoir sortir le gars au milieu du mandat et ils vont rien pouvoir faire de leur côté. Donc l'échéance, ça va être quoi? Ça va être 4 ans. Et puis ils auront fait le dégât qu'il fallait pendant 4 ans en pensant qu'ils allaient pouvoir contrôler Trump. Vous l'avez beaucoup dit dans cette émission. Il y a une forme de pragmatisme et business first. Et la France, elle, ne comprend pas ça. Et j'espère qu'avec cette émission, on essaye de faire comprendre que qu'est-ce qui motive l'Amérique. Et c'est comment ce mème-là, it's the economy stupid. C'est exactement ça. C'est l'économie avant tout. Là, il y a Thibaut Prévost qui m'a envoyé son bouquin qui s'appelle Les prophètes de l'IA, que je suis en train de lire. Je vais l'inviter, Thibaut, hein, mais j'ai pas fini de le lire parce que c'est assez douloureux à lire. Hein. Mais on passe, et à longueur de ce bouquin que je montre, qui est très bien hein, d'ailleurs, il faut le lire. Et je suis en train de le lire, mais bon, même si je suis pas d'accord avec. Mais on fait passer les gens de la Silicon Valley pour des tarés, et essayer de montrer que c'est des techno-solutionnistes. J'ai lu aussi un article abominable qui dépeint en fait ces gens dans la Silicon Valley. Et moi, je les côtoie au quotidien. Alors, je veux bien, on peut débattre de plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de projection, un peu comme dans une caverne, d'ombre sur le mur, qui est assez particulière. J'ai du mal à la comprendre. Alors, je sais pas, Kevin, toi, tu vis en France. Comment t'expliques ça? Par exemple, ils disent, il y a une idéologie derrière la technologie, mais putain, mais bienvenue sur Terre.
Et il y a une idéologie derrière toute technologie nouvelle. Est-ce qu'il n'y avait pas une idéologie derrière les chemins de fer? Est-ce qu'il n'y avait pas une idéologie derrière l'électricité ou Internet? Bien évidemment qu'il y a une idéologie. Il y a ce débat de la moralité de ce que la Silicon Valley, et j'ai écouté, là aussi ça a été assez douloureux à ce moment-là tout le week-end, il y a une sorte d'épouvantail d'essayer de nous montrer qu'il y aurait une sorte de choses un peu secrètes et un projet mystérieux de renversement civilisationnel. Je vais m'arrêter là, mais je sais pas, j'avais envie de vous... Est-ce que je suis tout seul dans mon délire? Ah, il y a la distance. Le problème, c'est la distance. C'est le côté, si tu rencontres pas ces gens qui font ça, tu vas avoir tendance à aller diaboliser, ou à l'inverse, à en faire des gourous et te rendre compte comme ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire que super manière de polariser une conversation, c'est de parler d'Elon Musk. Bon, avant tout, Elon Musk, c'est un mec qui fait des business. Et puis, qui marche, qui est des business de dingue, quoi. Des voitures, des machins. Voilà. C'est pas polarisant, c'est un fait. Donc, normalement, on devrait pas être polarisé sur un sujet comme ça. Mais la distance fait que soit ça en devient un gourou, soit ça devient, soit ça devient, du coup, un démon. Et je suis complètement d'accord avec toi, là-dessus, c'est que forcément tu bouges des lignes tellement profondes qu'il y a forcément une forme de solutionnisme, une forme d'idéologie derrière, mais l'idéologie principale, c'est on peut résoudre des choses, on peut faire des choses, on peut c'est quand même la motivation humaine principale, quoi. Et moi, ce que je vois en face qui est vraiment attristé, c'est que c'est hyper facile de commenter depuis sa petite chaise, depuis son fauteuil, hein, mais on propose rien en face. On propose rien, parce qu'encore s'il y avait un débat qui était une idéologie face à une autre. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire les gars sont des tarés parce que ça typiquement et c'est des tarés parce qu'au final en faisant leur technosolutionnisme, ils reprennent pas en compte les matières premières et incluant d'ailleurs l'énergie et la source de l'énergie. Voilà, il faut s'y pencher et ça ce serait une troisième voie. Voilà, alors du coup nous on va le faire, mais du coup nous on va investir dans des centrales nucléaires, on va trouver on va faire du recyclage à fond pour du coup avoir nos matières premières. Enfin, je sais pas, n'importe quoi. S'il y avait la solution, je serais le premier. Mais au moins proposer quelque chose. Mais du coup, si on n'a rien à proposer, bon bah faisons ce qui fonctionne. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je pense que c'est à la fois, donc tu dis la distance de type de société, où on est aux États-Unis dans une société plus individualiste, on le sait, donc pragmatique, business. En France, en fait, on va avoir tendance à dire si on veut cette évolution, cette innovation, il faut que ça vienne ensemble, le socle commun augmente, la société augmente, tous ensemble. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Alors que dans la Silicon Valley, ou même aux US, hein, c'est le meilleur qui gagne, mais le meilleur, souvent, a des motivations qui sont aussi pour le bien commun. C'est-à-dire que quand on parle d'Elon Musk, c'est un humaniste, c'est alors mégalo, humaniste, mais il veut sauver l'humanité. Il veut avancer la société. Tu te rends compte là de ce que tu dis, hein? C'est-à-dire que en France, c'est inaudible là ce que tu es en train de dire. Bien sûr. Elon Musk est un humaniste. Je suis certain qu'il y a des gens là en France qui ont été complètement endoctrinés par des reportages sur Arte, France Télévisions et tout ça, ou au contraire, on n'a pas c'est pas du tout le message qu'on a passé en France. Hein. Et je pense que quand on revient sur le siècle des Lumières, tu vois, on prend les Lumières, les mecs. Ils sont pas allés au fin fond du Périgord. Alors, j'ai pris le Périgord comme ça pour aller demander l'avis du tiers état. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? Non. Tu vois, donc, la relation qu'il y avait, c'était moins de 1% de la population, des intelligents, des gens instruits, qui sont allés dire, bon, bah, là, la société, elle marche pas très bien, on va aller l'influencer. Et Musk, moi, je l'adore et je le déteste en même temps, mais je pense qu'il est dans cette approche-là. Il dit, la meilleure façon de combattre le gouvernement qui part en bip, c'est de l'intégrer, d'en être partie prenante. Bien sûr, au détour de ça, il va faire des milliards, mais comme tu disais, Kevin, il est plus à 1 milliard près, 2 milliards près. Le mec, il est blindé, on s'en fout. Il fait ça pour que la race humaine dans son ensemble évolue, devienne interplanétaire, sauve sa planète potentiellement avec les véhicules électriques, etc. Donc, et ça, je pense qu'on a beaucoup de mal à se dire en France, tiens, il y a des gens... alors que quand c'est le foot, il n'y a pas de problème. Hein. Si Zizou, il nous met 2 buts en finale, ça a le droit de venir d'une équipe qui joue mal, mais il y a un individuel qui est exceptionnel. Et pour le reste, on n'y arrive pas. Je rejoins un petit peu NJ, puis surtout ce qu'il y a, c'est que
le progrès apporte le changement. Le changement, il y a beaucoup de gens qui sont résistants à ça. Et que tout simplement, du coup, on se retrouve avec une difficulté pour beaucoup de gens de suivre ce qui se passe. Est-ce que pour autant il faut arrêter le progrès? Je pense pas. Donc je pense que pour le moment le système américain fonctionne en tout cas mieux pour moi. Et puis on verra ce qui va se passer avec les amis Elon et Trump. On n'a pas le choix de toute façon. Donc maintenant on doit travailler avec. On a un choix en Europe, hein, et en France un peu aussi. Hein, c'est-à-dire que soit on continue d'avoir une posture morale, et ça sert à rien, très honnêtement, parce que tout le monde s'en fout de cette posture morale, à part les quelques clubs dans les salons parisiens et qui s'écoutent parler et qui font des joutes verbales. Et là, on va devenir des vassaux des États-Unis, ça c'est à peu près certain. Soit, effectivement, comme le dit Kevin, on propose une vision alternative, une troisième voie, entre techno-solutionnisme américain et le techno-autoritarisme chinois, hein, parce qu'il existe aussi, hein, c'est-à-dire que c'est ça, hein, aujourd'hui, on est pris en étau, et il y a la possibilité d'une troisième voie, sauf que je vois pas les intellectuels français proposer quelque chose à part une critique morale du techno-solutionnisme. J'entends pas d'ailleurs beaucoup de critiques morales du techno-autoritarisme chinois, hein, de l'autre côté. Hein. J'entends plus d'une critique morale du soi-disant techno-fascisme américain. Ou soit on se réveille et on accélère. C'est pas ma préférence, mais on accélère sur vraiment la souveraineté technologique nationale. C'est-à-dire que on se dit, voilà, on va essayer de devenir autonome et on va préserver notre souveraineté technologique. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est ça les trois options. Hein, il y en a pas d'autres aujourd'hui, donc il va falloir choisir. Ce qu'il faut quand même préciser dans ce que tu dis, c'est on n'est pas en train de justifier la victoire de Trump. On dit qu'il faut se réveiller parce que la victoire de Trump, ça va arriver très vite dans notre poire en Europe. On est déjà passé très près. Parce que on se retranche dans des positions morales qui n'ont pas lieu d'être quand la moitié de la population crève de faim. Aux États-Unis, c'est 60% de la population qui vivent paycheck to paycheck. Donc crier au fait que la personne est répugnante, est un menteur, etc. C'est vrai. C'est un fait. C'est vrai. Ouais. c'est complètement vrai et on remet pas ça en cause et encore moins moi. Mon problème, c'est qu'on peut pas faire confiance avec tout ce qui a été dit jusque-là. En fait, ça va être juste le chaos, parce que je pense qu'on peut pas faire confiance à quoi que ce soit ce qu'il a dit. Donc, on peut pas voter pour une personne comme ça. Mais demain, on va avoir un vrai problème. Demain, on va avoir un vrai problème en Europe, parce que si on continue de se mettre dans des positions morales, on va pas essayer de trouver des solutions aux vrais problèmes qui sont devant nous. Et là, on le voit exactement sur ce qui arrive aux États-Unis avec le Parti démocrate. C'est un joli mot de la fin, Kevin, que tu nous proposes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je suis sûr que vous allez avoir plein de commentaires. N'hésitez pas à les faire. On les lit tous. On vous lit sur YouTube, sur Spotify. Et on essaie de vous répondre. Encore une fois, on débat. On n'est pas des journalistes. On vient avec des opinions. On débat tous ensemble. On essaye de faire avancer des idées et de débattre de nos idées. On peut avoir tort. On change souvent d'avis d'ailleurs aussi. Ça nous arrive dans Silicon Carnet. En tout cas, merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Ça me fait ultra plaisir. Silicon Carnet marche super bien, de mieux en mieux d'ailleurs sur YouTube. Et sur ce débat, plus particulièrement de la posture morale et aussi des projets et de l'ambition et de comment est-ce que l'Europe va devoir se positionner. Le débat avec Alain Damasio va être super intéressant. Je suis sûr que lui, il a une vision là-dessus très intéressante. Je suis pas certain d'être complètement de son avis, mais ça va être intéressant de débattre avec lui. C'est le 3 décembre. Et encore une fois, vous avez des billets gratuits si vous nous écoutez. Le lien est dans les commentaires de cet épisode. Voilà, c'est la fin pour cette semaine. Je vous embrasse très très fort. Hasta luego amigos. Bye bye.